Le patriarcat régit nos sociétés depuis des siècles. Il est ancré dans de nombreuses cultures. On parle alors de société patriarcale. Il est la cause de la persistance des inégalités qui existent entre les hommes et les femmes. Mais concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Et surtout, d'où cela vient? Reprenons alors les bases. Le terme patriarcat remonte à l'Antiquité. Et depuis tout ce temps, ce système de pression a généré de nombreuses injustices entre les sexes. On connaît surtout ses effets sur les femmes. Il les rend plus vulnérables, les pénalise économiquement et les expose davantage aux violences, souvent commises par des hommes. Quand on a dit ça, on peut penser avoir tout dit. Que tout se résume à « les hommes dominent et les femmes subissent ». Et beaucoup de féministes décrivent justement les choses ainsi. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que le patriarcat façonne aussi les hommes, et ce, dès l'enfance. Alors, d'abord, moi, je voudrais dire que le terme de toxicité, c'est un terme qui est très galvaudé, très à la mode depuis à peu près les années 80. Hein. On voit un peu partout, sur Internet, les forums, les réseaux sociaux. Avez-vous des parents toxiques? Avez-vous une mère toxique? Avez-vous un mari toxique? Alors, tout est toxique. Hein. Donc la toxicité, je m'en méfie beaucoup parce que la toxicité, elle est liée à l'empoisonnement. Donc, plutôt que la masculinité toxique, moi je préfère le terme de masculinité destructrice. Quand on parle de masculinité toxique, ça renvoie quand même à, en général, la violence, l'agressivité, un rapport aux femmes qui est pas très clair, hein, et donc à des schémas sociaux qui valorisent finalement le mal, hein, c'est-à-dire la force, l'héroïsme, le courage. Ça valorise beaucoup le genre masculin. C'est-à-dire que ce n'est pas un concept initialement psychologique, mais d'abord sociologique, lié au développement de l'humanité. Voilà, moi je pars du point de vue éthologique d'abord. Hein. Qu'est-ce que l'être humain? C'est un animal. Hein. C'est un animal social particulier. Et donc, il y a des normes, hein, auxquelles il faut se conformer, parce que si on ne s'y conforme pas, on est rejeté. Ces normes masculines rigides, imposées dès l'enfance, finissent par former une cage invisible. Et ses conséquences sont nombreuses, parfois tragiques. Une étude de la MSU montre que les hommes ayant une vision rigide de la masculinité s'isolent de plus en plus. L'absence de lien affectif et le refus de dépendance émotionnelle mènent à une solitude pesante, parce que demander de l'aide, c'est encore perçu comme un signe de faiblesse. Et sans espace pour parler, sans lien intime, la santé mentale décline. Pour moi, être homme, c'est prendre soin des autres. Être homme, c'est à la fois facile et compliqué. On a plus de liberté, mais on a peut-être un peu plus de responsabilité. Déjà, dans l'enfance, il faut distinguer la petite enfance, la toute petite enfance, de l'enfance, hein, c'est-à-dire de la période entre l'enfance et l'adolescence. Donc dans la petite enfance, le bébé garçon, il n'est pas viril. Il n'y a pas de toxicité, il n'y a pas d'agressivité, de violence du petit bébé garçon. Il n'y a pas de grande différence avec un bébé fille. Donc dans la petite enfance, il n'y a pas encore de transmission d'un schéma de virilisme. Donc la transmission, à mon avis, elle se fait avec la socialisation à l'école, et puis ça se poursuit évidemment au collège, au lycée, avec la puberté, voilà. Je pense qu'on nous a collectivement ancré le fait qu'un homme devait être courageux, insensible, sûr de lui et protecteur. Je pense que plus on est jeune et plus c'est compliqué d'avoir confiance en soi et de faire abstraction de ce qui nous entoure, de la société environnante. De plus, d'après une étude réalisée en 2023, une infographie révèle que les hommes sont à 3 fois plus inclins à l'abus de substances et 4 fois plus à tenter le suicide que les femmes. Ces chiffres sont directement liés à la norme de masculinité qui valorise le contrôle, la force, le silence et l'endurance mentale. Elle se manifeste aussi à travers l'utilisation des toxiques. Hein. La première cigarette, en général, les garçons, ils commencent la première cigarette à 10-11 ans. C'est un moyen de braver un peu les interdits sociaux, hein, et de braver aussi l'autorité parentale.
Cette transmission, c'est d'abord une transmission sociale. C'est un schéma normatif, une norme, un standard, qui est le produit de l'organisation de la société. Face à tous ces problèmes, la réponse qu'on entend encore trop souvent, c'est « sois un homme ». Mais cette phrase, qui semble anodine, résonne comme une injonction violente qui alimente l'existence d'un cycle silencieux mais puissant. Un cycle qui mène à la souffrance mentale et parfois à des comportements à risque. À chaque étape, la masculinité toxique prive l'homme d'un soutien vital, jusqu'à ce que son corps ou son esprit finissent par s'exprimer à sa place. Et je pense qu'au long terme, en grandissant avec ce modèle de virilité, t'en viens même à inhiber tes propres émotions, alors que je pense que ça soit un homme ou une femme, on devrait ressentir la même chose. Plus difficile, je pense, de vouloir être à tout prix un homme fort. On a nos faiblesses, donc comme tout le monde. Les hommes, la grande majorité, mais surtout les hommes très virils, n'expriment pas leurs émotions parce que c'est une remise en question du statut social du genre dominateur. Les larmes, les émotions, c'est réservé au sexe faible. Mais en général, quand on dit un homme a du mal à exprimer ses émotions, c'est qu'il a du mal à se livrer, à livrer à l'autre ce qu'il y a de faible en lui. Et donc, exprimer une émotion, c'est finalement une forme de féminisation de l'homme. C'est une capitulation devant le pouvoir masculin. D'après une étude de l'INSEE, jusqu'à aujourd'hui, les inégalités entre les femmes et les hommes ont tendance à se réduire. Pourtant, les stéréotypes et les normes de genre subsistent. Mais avec ce modèle préconstruit de virilité, comment les hommes vivent-ils cette pression de la domination ? Quelles sont les séquelles psychologiques ? La conséquence, elle peut être dramatique sur le plan psychologique et psychopathologique. On a des hommes qui s'effondrent, qui font des dépressions très graves, qui font des tentatives de suicide, qui ne sont pas des appels au secours. Chez l'homme, l'effondrement de la virilité se manifeste par une décompensation, un effondrement de l'être humain lui-même. Et donc, quand on voit les suicides masculins, c'est des suicides extrêmement violents, par arme à feu, par pendaison, par défenestration, c'est-à-dire des suicides qui font exploser le corps, où le corps est atteint dans son intégrité. Alors que les femmes qui prennent des médicaments, c'est pas ça, le corps reste entier. Mais l'homme, il a besoin de détruire son propre corps pour ne plus exister. Donc c'est cette destruction du corps, puisque la virilité, elle renvoie au corps, le corps fort, musclé, et là c'est le corps qui explose. Et puis il y a la volonté aussi de ne pas se rater. Finalement, on pourrait dire que dans ce genre de situation, l'homme est victime de sa domination. Quelquefois, ça peut être simplement un problème conjugal. Une femme qui le quitte, c'est-à-dire la femme qui rejette sa masculinité, peut conduire à un suicide très violent où le corps est détruit. Je pense qu'un homme qui vient demander de l'aide, qui va voir un psychologue par exemple, c'est pas du tout la peur d'être stigmatisé. Donc un homme qui va chercher de l'aide chez un psy, il va voir une femme. En général, parce que quand il va voir un homme, en général, ça se passe pas très bien. On va voir une femme, et là, aller voir une femme, c'est quand même se mettre dans une position de faiblesse. On accepte difficilement qu'une femme ait un certain pouvoir. Et non seulement un certain pouvoir, mais surtout un certain savoir sur ce que lui ne sait pas de lui-même. Vous voyez ? C'est ça qui fait peur, qui fait honte, et qui fait que très souvent au début, il y a une hésitation, il y a une angoisse déjà, il y a une hésitation à parler et à dire qu'est-ce qui vous amène, qu'est-ce qui ne va pas, de quoi souffrez-vous. Mais c'est pas la stigmatisation, c'est la peur de la fragilité et aussi, je dirais, la peur de reconnaître la part de féminin qu'il peut y avoir chez tous les hommes. Le patriarcat, c'est pas quelque chose de psychologique, c'est quelque chose de social. Le patriarcat, c'est une forme de société, c'est une organisation sociale qui émerge
dans l'histoire de l'humanité à partir d'un certain stade de l'humanité. Donc, se libérer du patriarcat, c'est impossible pour un homme seul, hein, puisque c'est une organisation sociale. Il n'y a que la société qui peut se libérer de l'ancienne société pour créer une autre société, hein. Et les hommes ne peuvent pas se libérer du patriarcat sans écouter la parole des femmes, sans que la parole des femmes émerge un petit peu comme contre-pouvoir, hein. On ne peut pas se libérer du patriarcat sans les femmes. C'est obligatoirement les femmes qui sont devant même. Alors, comment ils pourraient se débarrasser du schéma du virilisme? Ça peut être par l'homosexualité, le transsexualisme, c'est-à-dire le désir, hein, du féminin, qui est quand même quelque chose de mystérieux, et qui est la femme qui donne la vie. C'est-à-dire on a un pouvoir, les femmes, hein. C'est l'envie du pouvoir féminin qui peut provoquer les tendances et les aspirations vers l'homosexualité, vers le changement de genre et vers une autre identité qui serait une identité féminine. Remettre en question une grande partie de sa vie, ce n'est jamais simple. Et souvent, le premier réflexe, c'est le refus. En comprenant le patriarcat et les mécanismes de notre socialisation, on réalise qu'on n'est pas uniquement le fruit de notre éducation ou de notre caractère, mais que notre culture joue un rôle immense dans notre construction. Autrement dit, le patriarcat n'est pas naturel, ni inscrit dans nos gènes. C'est un produit culturel. Il n'y a donc pas de déterminisme, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, car tout ce qui est culturel peut être transformé. Et on peut le remplacer par un système plus juste, plus équilibré entre les sexes. Et enfin, une fois qu'on a déconstruit nos automatismes, une fois qu'on a réévalué tout ce qu'on pensait normal, l'homme pourra enfin se reconnecter à lui-même, explorer ses émotions, découvrir l'écoute, accepter la tendresse et peut-être se réconcilier avec lui-même. Souvent, notre société nous fait croire qu'on a tout à perdre. Mais si on regarde de plus près, on a surtout tout à gagner. Car changer l'état d'esprit des hommes est également un aspect clé de l'émancipation des femmes. Et comme l'écrivait Simone de Beauvoir dans Le deuxième sexe, publié en 1949, on ne naît pas homme ou femme, mais on le devient. Selon elle, l'être humain ne doit pas être soumis à un quelconque destin préétabli.